Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Vue du banc pour un nouvel épisode des instantanés tactiques. Aujourd'hui, petite session coup de pied arrêté avec les 3 corners gagnants de Liverpool face à Crystal Palace en Première Ligue. On décortique ça image par image comme toujours. C'est parti. Le premier corner, celui du 1-0, on va décortiquer d'abord l'approche défensive de Crystal Palace parce qu'elle va déterminer ce que Liverpool a préparé justement pour exploiter les vulnérabilités inhérentes, structurelles de cette approche. C'est une approche de marquage individuel, en tout cas la retombée, on voit ici un 5 contre 5 face aux offensives de Liverpool, avec aussi 2 joueurs en zone plus ou moins alignés sur le premier poteau, un au niveau de la ligne des 6 mètres, un au niveau de la ligne de but, pour protéger, malgré l'approche globale du marquage individuel, cette zone de vulnérabilité ici au coin des 6 mètres qui peut être ciblé notamment pour une déviation par exemple. On remarque aussi encore une fois sur le marquage individuel ce joueur à l'entrée de la surface qui est marqué. Et on remarque que Liverpool aussi a fait venir Thiago proche du tireur, c'est mieux si on arrive à l'entourer, ce qui offre à la fois une solution de passe courte pour Tsimikas, le tireur, et également ça fait sortir un élément défensif potentiel supplémentaire de la surface du côté de Crystal Palace, puisque Gallagher ici vient pour prendre Thiago. Du côté des Reds, on a remarqué donc ces 5 joueurs potentiellement à la retombée. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les 5 sont au-delà du point de pénalty. En tout cas, ils se placent à partir du point de pénalty vers le deuxième poteau. Et c'est l'une des caractéristiques d'une attaque face à un adversaire en défense individuelle, c'est qu'il est possible de manipuler le placement de départ pour libérer certaines zones et mieux les attaquer ensuite. On remarque que Liverpool a libéré cette zone ici vers le premier poteau, un petit peu en retrait par rapport à la zone de but pour ne pas être trop proche justement de ces 2 joueurs en zone. Ça a sûrement été préparé à la vidéo. Pour mieux l'attaquer ensuite avec un joueur qui plongerait dans cette zone. On libère d'abord pour mieux plonger. On remarque aussi du côté du tireur ces 2 bras levés. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit l'indication de la combinaison, même si généralement elle est plutôt déterminée en amont, soit la zone qu'il va choisir au sein de cette combinaison et donc un joueur qu'il va cibler, mais ça dit en tout cas à coup sûr le timing de sa course. Quand il baissera les bras, Tsimikas il va déclencher sa course d'élan et donc c'est le signal pour que les joueurs à la retombée déclenchent eux aussi leur mouvement pour être à la réception. C'est très important que le tireur et les receveurs potentiels soient alignés, synchronisés sur le même timing pour que la combinaison, en tout cas même que la séquence, sans parler forcément de combinaison, soit exécutée de manière fluide, efficace, avec à la fois le tireur et les receveurs qui sont sur le même créneau, on va dire, en termes de chronologie de l'action, et que ça se coordonne bien en termes de synchronisation. On se recentre sur cette situation dans la surface à la retombée, parce que Liverpool va chercher à exploiter l'une des vulnérabilités aussi du marquage individuel, qui est cette gestion du trafic et de la densité de joueurs. On voit qu'ici on a ces Jota, Konaté et Van Dijk qui sont assez proches les uns des autres. On voit déjà que ça crée un éventuel désordre dans le marquage individuel de ces joueurs par les joueurs de Crystal Palace, parce que les joueurs peuvent se croiser. Il y a aussi du frottement, des choses comme ça, et ce qui complique éventuellement la prise en charge. Mais ce ne sont pas forcément ces joueurs-là qui vont être les plus dangereux. On va se focaliser sur Mo Salah, au deuxième poteau, qui est pris au marquage par McArthur, qui est présent. Là, pour l'instant, le marquage ne pose pas de souci. Mais Salah va justement exploiter ce trafic, cette densité de joueurs qui est créée par Liverpool aussi, ce bloc de 6 joueurs, des coéquipiers comme des adversaires, pour se libérer de son adversaire direct. On va voir comment tout de suite. On énergie. Tsimikas a déclenché sa course, le tireur. Salah, dans le bon timing, a lui aussi déclenché sa course. Il va venir attaquer l'espace que l'on a signalé, l'espace libéré vers le premier poteau. C'est un petit peu le but de cette combinaison. Mais pour qu'il se libère de son adversaire direct, pour qu'il ait ce temps d'avance qui sera déterminant, on voit déjà que McArthur a été pris de court par le démarrage de Salah. Il n'a pas pu surveiller le timing. C'est toujours délicat pour aussi le joueur en défense, à la fois surveiller le tireur et son adversaire direct. Et donc là, du coup, McArthur est complètement pris de court. Mais Salah va aussi bénéficier d'un bloc, ou en tout cas d'un barrage de ses coéquipiers. On voit ici Van Dijk, Konaté et Jota, que l'on va entourer, qui peuvent être en effet des joueurs à la réception, mais qui sont d'abord, sur la première phase de ce coup de pied arrêté, chargés de faire un barrage face aux défenseurs de Crystal Palace pour libérer justement la course de Mo Salah, qui lui fait cette course incurvée pour contourner Van Dijk et donc se déconnecter de son adversaire direct, qui est McArthur, que l'on devine ici derrière, qui lui, forcément, eh bien, il ne va pas pouvoir le suivre directement dans sa foulée, parce que ce serait contourné et forcément arriver en retard. Il va tenter de compenser en passant par-dessous ce bloc de joueurs, mais forcément, il est déconnecté de la course de Salah, et donc à ce moment-là, il n'est plus en mesure d'intervenir directement sur son adversaire direct. Donc Liverpool, en exploitant cette densité de joueurs avec ce barrage de joueurs ici, on va dessiner peut-être un trait pour marquer la séparation, a réussi sa première mission dans cette séquence de jeu, libérer Mo Salah à la retombée. L'autre
forcément variable, c'est la qualité de la frappe. Il faut que Tsimikas la mette dans la bonne zone, à la bonne puissance, aussi pour que Salah puisse la reprendre en exploitant et en validant le temps d'avance qu'il a pris à la course. Sur ce coup-là, pas de souci. La frappe de Tsimikas est vraiment parfaite. On redessine la course de Salah. On va remarquer aussi sur cette situation que Joel Ward, qui est au marquage de Sadio Mané, se rend compte qu'il y a un décalage potentiel ou en tout cas un danger, que le ballon vient dans sa zone et donc ça peut être à lui d'intervenir. Marquage individuel, évidemment, il faut le faire de manière intelligente. Et si un ballon vient dans sa zone, on se déconnecte peut-être potentiellement de son adversaire direct pour intervenir en priorité sur le ballon. C'est ce que va faire Joel Ward ici en tentant de compenser le retard de McArthur, que l'on devine encore une fois ici derrière. Vous voyez un petit peu l'avantage déterminant pris par Salah sur cette situation de jeu. Mais si on revient derrière le but, on voit que Ward n'est pas en mesure d'intervenir suffisamment rapidement pour compenser et que Salah a donc ce temps d'avance pour reprendre le ballon de la tête. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément Salah auquel on penserait immédiatement en termes de cible numéro 1 pour Liverpool sur les coups de pied arrêtés. On penserait plutôt à Van Dijk, on pourrait penser à Konaté, qui sont vraiment excellents dans le jeu aérien. Mais c'est aussi ça, l'art de ces coups de pied arrêtés, c'est la tromperie, et c'est peut-être justement miser sur des atouts auxquels l'adversaire ne s'attend pas, comme une course de Salah qui lui peut, sur sa vitesse, sur son démarrage, prendre le temps d'avance qui va compenser peut-être le fait qu'au duel aérien, au corps à corps face à un adversaire direct, il sera en difficulté. S'il se crée ce temps d'avance comme il s'est créé ici sur cette situation de jeu, cette lacune de taille, en quelque sorte, eh bien, elle n'existe plus, puisque là, on voit, il n'a même pas besoin de sauter pour le reprendre. Ce que l'on remarque aussi, c'est que Ward, en voulant compenser et venant sortir sur Salah, eh bien forcément, il a lâché son adversaire direct, qui est Sadio Mané. Il remarque que tous les défenseurs de Palace sont concentrés sur le premier duel, en quelque sorte, sur la première action de jeu, la première action à la retombée, toute la tête de Salah ici, tout le monde est concentré sur ça, et personne ne se focalise sur Sadio Mané que l'on a entouré ici, qui lui est déjà projeté dans l'éventualité d'une deuxième action. Il n'est pas concerné par la première retombée, c'est à lui d'être présent s'il y a une déviation vers le deuxième poteau ou vers la zone de but, ou si la reprise de la tête de Salah est repoussée par le gardien, par exemple. Donc Mané a lui aussi déjà un temps d'avance. Il est déjà dans la deuxième action, il est dans le futur, Sadio Mané, là où la défense de Crystal Palace est uniquement dans le présent, et donc va avoir un temps de retard. Aussi, après le bel arrêt de Gaïta, on va dessiner d'une flèche la reprise de la tête de Salah. On a repris un petit peu de plan large, et on peut entourer à nouveau Sadio Mané, qui est donc libéré de son adversaire direct et qui a déjà anticipé l'éventuelle suite, et ce ballon repoussé par Gaïta pour conclure. Donc c'est pas nécessairement une combinaison extrêmement élaboré, extrêmement complexe. Il n'y a pas toujours besoin de combinaisons très complexes sur coup de pied arrêté pour être efficace. On voit un simple barrage de joueurs pour libérer un coéquipier qui attaque une zone libérée initialement. Et puis aussi l'importance de l'anticipation par un ou plusieurs éléments d'une deuxième phase de jeu, d'un deuxième ballon, d'un deuxième duel éventuellement, pour prendre de l'avance sur une défense qui va être généralement de manière naturelle, c'est très humain finalement, concentré sur le premier duel, voir ce qui se passe, et plutôt être dans la réaction ensuite sur le deuxième ballon, et donc risquer d'avoir un temps de retard. Liverpool l'a très bien exploité sur le corner du 1-0. Le corner du 2-0, cette fois-ci, on est en seconde période, c'est toujours Tsimikas qui est ici au ballon. Un bras levé seulement cette fois-ci. Qu'est-ce que cela veut dire? Seuls les joueurs de Liverpool le savent, mais en tout cas, on a encore cette gestion du timing. Une fois qu'il baisse le bras, ça déclenchera les courses. Du côté de Liverpool, cette fois-ci, on n'a mis que 3 joueurs pour disputer le duel à la retombée. On va isoler un petit peu Mo Salah. Vous le verrez qu'il va rester plutôt en retrait initialement de ce premier duel. Là, encore une fois, il va chercher ce qu'on a vu aussi avec Sadio Mané sur la première action. La deuxième action, on le verra dans un instant. Du côté de Crystal Palace, on retrouve ces deux joueurs en zone, sur la ligne de but et sur la ligne des 6 mètres, alignés avec le premier poteau. On retrouve aussi du côté de Liverpool le fait d'avoir sorti Gallagher de la zone de la surface pour surveiller un joueur proche du ballon. Et puis on a également un autre joueur qui est au marquage, éventuellement en surveillant, en vigilance, Ayou du joueur à l'entrée de la surface, ici. Si on avance un petit peu, Tsimikas a déclenché sa course, les joueurs vont être à la retombée, ce sont vraiment Mané, Van Dijk et Konaté qui vont être ciblés. Alors il y a un 3 contre 4, parce qu'on imagine que du côté de Crystal Palace, on a un nombre de joueurs qui sont censés être impliqués sur la phase défensive, sur du marquage individuel, et s'il n'y a pas assez de joueurs offensifs de Liverpool, eh bien on peut tenter par le nombre de renforcer encore ce rapport de force, avec un 4 contre 3 ici qui va être disputé. Et on remarque à nouveau que Mo Salah, lui, va d'abord se détacher de ce premier duel, de cette première action. Il est marqué par Ridevald ici, qui a la bonne attitude, mais Salah cherche d'abord à rester un petit peu en retrait de cette action. Bonne attitude de Ridevald, pourquoi? Parce que à la fois on voit son regard sur le ballon, donc il est attentif au timing du tireur, et puis à la fois il est orienté pour bien gérer Salah, avec en plus la main sur l'épaule pour faire sentir sa présence physique, et aussi pour avoir un point de repère sur le placement de son adversaire direct. Le problème, c'est qu'on va le voir encore une fois un petit peu sur la première situation, alors qu'il y a cette situation de duel justement où Van Dijk va le disputer. Alors,
voilà, c'est toujours une incertitude. Ça peut être repris directement vers le but, ça peut être dégagé, mais aussi le ballon peut éventuellement arriver vers cette zone du deuxième poteau qui est libérée initialement par Liverpool à nouveau, puisque Crystal Palace met ses joueurs en zone. On va les entourer au premier poteau. Il y a ces joueurs qui sont en marquage individuel ici qui viennent disputer le duel, mais on n'a personne qui couvre la zone du deuxième poteau. Et c'est le rôle de Salah qu'on a vu initialement déconnecté de l'action, de venir fermer ce deuxième poteau au cas où le ballon y arrive. Ce n'est pas une garantie, ça ne veut pas dire que c'est préparé absolument comme ça, mais il ne faut pas laisser de place au hasard. Si le ballon arrive au deuxième poteau, ce qui est une éventualité, il faut quelqu'un prêt à le reprendre et à fermer ce deuxième poteau pour avoir une situation de but. Et Salah est donc chargé de ça en se faisant oublier initialement. Le problème du côté de la défense de Crystal Palace, et c'est un petit peu comme sur la première action, c'est que Riedewald, qui avait la bonne attitude au départ, se détache complètement de Mohamed Salah et concentre son attention sur le premier duel. Il est ball watching, comme disent les Anglais, regard focalisé sur le ballon, et donc forcément il lâche son adversaire direct, Salah, qui va pouvoir attaquer le deuxième poteau de manière libérée. On revoit encore ici le regard de Riedewald qui est rivé sur le ballon, complètement détaché de Mo Salah, qui peut se faire oublier dans son dos et venir fermer tranquillement au deuxième poteau. Encore une fois, il y a de la réussite que le ballon lui arrive, mais c'est une réussite qui est provoquée. Si Salah n'avait pas anticipé cette deuxième action, si lui non plus, comme Mané sur le premier corner, n'était pas déjà dans le futur, dans la deuxième situation de jeu, il n'aurait pas été en mesure de marquer comme ici et de prendre cet avantage sur la défense de Crystal Palace et sur Riedewald, qui lui était certes initialement bien placé, mais qui ensuite s'est fait prendre dans le moment présent, dans la première situation de jeu, dans le premier duel, et qui a déconnecté. C'est extrêmement difficile à gérer pour les défenseurs parce que c'est naturel évidemment d'être attiré par le ballon, par ce qui se passe sur le duel, et forcément ça leur donne un temps de retard à l'arrivée. Le troisième et dernier corner, celui du 3-0 pour Liverpool, avec d'autres choses encore à montrer. On va de nouveau montrer la disposition des deux équipes. D'abord, on remarque que Crystal Palace a cette fois mobilisé 2 joueurs en éventualité d'un corner court, puisque Liverpool a fait venir James Milner ici, proche de Mo Salah, le tireur. On est forcément sur une fin de match où Palace est mené 2-0 et doit faire un peu plus le forcing pour empêcher Liverpool de gagner du temps ici. On remarque à nouveau ce marquage individuel à 3 contre 3 à la zone de retombée, qui va même se transformer en 4 contre 4, puisque Konaté, ici, qui est ici à l'entrée de la surface, va venir de plus loin pour attaquer la zone de retombée à nouveau. Et puis on remarque encore ce bon vieux Jair Riedewald qui est au marquage de Naby Keita à l'entrée de la surface. On avance un petit peu. Salah a déclenché sa course pour son corner. Et ce 4 contre 4 que l'on évoquait se transforme même en 3 contre 3 à la retombée. Et ça montre d'ailleurs qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup de joueurs pour être potentiellement dangereux à la retombée. En tout cas, face à un marquage individuel où on peut manipuler l'occupation de l'espace. Et donc ici, par exemple, avec seulement 4 joueurs à la retombée, eh bien, il y a pas mal d'espace à exploiter pour les joueurs pour prendre le dessus sur leur adversaire direct. On va noter aussi la surveillance de Riedewald sur Keita, puisque Keita a ce mouvement un petit peu de recentrage vers l'axe à l'entrée de la surface. C'est un joueur toujours important, celui à la retombée, parce que c'est lui aussi qui est sur la thématique que l'on aborde depuis le début de la vidéo, du deuxième ballon. Donc c'est déjà en prévention de la deuxième action, de la deuxième phase de jeu, et c'est important pour la défense aussi de s'en prémunir. Le corner de Salah n'est pas assez tendu, un petit peu trop proche aussi de Keita, et on remarque que Riedewald c'est encore une fois déconnecté de Naby Keita à l'entrée de la surface, parce qu'il peut anticiper un ballon qui traînerait dans cette zone très vulnérable, c'est vrai, entre le point de pénalty et la zone des 6 mètres, en effet. Même si là, on peut le dire, il est un petit peu aspiré par le ballon aussi, encore une fois focalisé sur la première action, alors que son adversaire, lui, Naby Keita, est plutôt dans la deuxième action, et forcément le dégagement du point de Keita, alors il y a un peu de réussite, encore une fois, mais la réussite, comme toujours, se provoque par un comportement qui permet d'exploiter les situation où la chance intervient, en tout cas nous laisse la possibilité de les exploiter. Et ici, c'est plutôt même Crystal Palace qui se met à la faute avec Riedewald, puisque le ballon revient sur Naby Keita complètement libre, qui va pouvoir reprendre de volée avec le confort qui lui permet d'ajuster cette reprise du pied gauche. Certes, son mauvais pied, certes, c'est une frappe qui est mesurée seulement à 0,02 expected goals par faute mob. Donc c'est une frappe qui, pour un joueur moyen, sur des milliers de frappes par le passé dans cette zone, n'a été conclue que 2% du temps. Donc c'est 2% de chance, entre guillemets, si on résume, de marquer pour Naby Keita. Mais pour un joueur de son talent, évidemment, eh bien, ça peut faire mouche de manière un peu plus fréquente, peut-être que pour un joueur moyen. Et en tout cas là, ça a bénéficié aux joueurs de Liverpool.
Ces 3 corners montrent en tout cas plusieurs choses. D'abord, comment on peut préparer des coups de pied arrêtés spécifiquement à l'approche défensive des adversaires. Face à un adversaire en zone ou un adversaire en marquage individuel, les mécanismes ne seront pas les mêmes parce que les vulnérabilités ne seront pas les mêmes, même s'il y a toujours des situations qui seront à mettre à son avantage. Par exemple, l'anticipation d'une deuxième phase de jeu, ça, quelle que soit l'approche défensive de l'adversaire, ça peut être à l'avantage de l'équipe qui attaque. Autre chose, ça montre l'importance d'optimiser ces phases de coups de pied arrêtés parce qu'elles peuvent être très rentables. En première ligue, une étude a montré qu'un but pesait 1 million de livres environ à la fin de la saison, en fonction du classement final, évidemment, parce que c'est lié. Donc forcément, marquer des buts sur coup de pied arrêté, qui peuvent être très préparés en amont, c'est un petit peu comme sur des phases de football américain ou des phases de système de basket, eh bien ça peut être très rentable pour des équipes. Et d'ailleurs, certaines ont construit leur succès là-dessus, notamment Midtjylland au Danemark, qui a remporté son premier titre de champion il y a quelques années, avec 40-50% de buts marqués sur coup de pied arrêté hors penalty, alors que la moyenne généralement est autour des 20%. Donc ça montre comment, avec un peu de travail, avec de la réflexion, de l'intelligence, on peut optimiser ces phases de jeu, où on va souvent dire qu'il y a beaucoup d'hasard, de réussite qui peut intervenir, parce qu'il faut que le ballon tombe au bon endroit, au bon moment, etc. Mais ce qu'on a essayé de montrer en tout cas, c'est que Liverpool, face à Crystal Palace, a cherché à exploiter justement tout ce que la réussite pouvait lui donner. Toutes les situations de jeu qui pouvaient survenir, eh bien les Reds y avaient une réponse, ou en tout cas étaient préparés à exploiter ce que le sort éventuellement de l'action pouvait leur réserver, en plus de leur préparation initiale de combinaison. Voilà pour cette vidéo spéciale coup de pied arrêté, spéciale corner de Liverpool. Si elle vous a plu, laissez un petit pouce en l'air. Ça nous aide à la fois à faire connaître notre contenu à d'autres et puis aussi ça nous encourage à continuer. Abonnez-vous à la chaîne Vue du Banc pour avoir accès à d'autres de ces vidéos dans les prochaines semaines, avoir les petites notifications aussi. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Vue du Banc. Ciao!